T'es débutant en triathlon, en course à pied, tu sais pas comment t'entraîner, tu sais pas planifier tes entraînements, tu sais pas par où commencer. Là, je vais pouvoir t'aider sur certains points. Je vais vulgariser beaucoup de choses. Bon, je suis pas un scientifique, je suis pas un entraîneur professionnel, mais grâce à mon expérience, je vais pouvoir te donner quelques clés et quelques tips qui vont t'aider à progresser et du coup à performer dans le temps. Avant de visionner la vidéo, si tu veux me suivre sur Instagram, sur Strava ou même ici sur YouTube pour que tu puisses suivre mes entraînements, ma progression, mes préparations en fonction de mes objectifs, comment je planifie, comment j'organise mes semaines, comment j'optimise mes séances les unes avec les autres, comment je m'entraîne et que tu vois la philosophie que moi je mène de l'entraînement. C'est donc aujourd'hui qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps les gars, ça fait longtemps. Aïe aïe aïe, 1 mois et demi, 2 mois que je crois que j'ai pas tourné depuis la vidéo bilan 2025 là. D'ailleurs elle est toujours disponible. Vous pouvez y aller parce que j'ai mis du cœur, j'ai mis du temps aussi à la faire, donc n'hésitez pas à aller check tout ça. Aujourd'hui, comment on planifie l'entraînement? Clairement, concrètement et de façon brève et précise. Ça va être compliqué parce que moi je suis plus dans l'optique de discuter, j'aime beaucoup parler. Des fois, je parle pendant 1 heure, comme là ça sert à rien ce que je dis, mais je le dis quand même. Bref, on va essayer de passer vite sur le sujet principal. Comment s'entraîner, comment planifier ses entraînements par rapport à ses objectifs de façon spécifique. Ça fait beaucoup de termes, mais c'est important. C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est Lucas Street, let's go! Donc par où commencer? Déjà dans un premier temps, il faut se fixer un objectif, ou plusieurs, max 3 dans l'année. Les 3 objectifs dans l'année, c'est pas moi qui l'invente, hein. C'est pas moi qui dis oh il faut faire 3 objectifs dans l'année. Non, c'est de la documentation, c'est des écoutes de podcasts, c'est de la lecture. Enfin bref, tout ce que vous voulez, c'est une prise d'information à droite, à gauche. Par exemple, notamment, il y a un podcast qui est super intéressant là-dessus, c'est le podcast d'RMC Running. Le titre, c'est Comment planifier ses entraînements ou ses objectifs. Je vous mets le lien en description. Je vous mets le titre et le lien du podcast. Il est vraiment intéressant pour savoir comment planifier justement son année sportive, comment planifier ses entraînements par rapport à son objectif. Enfin bref, c'est le maître Yodu qui en parle. Maître Yodu, si tu m'entends, merci pour les infos, c'est bien sympathique. Ensuite, donc 3 objectifs par année. Pourquoi 3 objectifs? Parce que si vous écoutez le podcast Maître Yodu, il dit quoi? Il dit qu'il faut à chaque fois 1 mois de PPG, c'est-à-dire il en faut reconstruire les bases de foncier, reconstruire les bases d'endurance qui sont potentiellement perdues par rapport à la préparation antécédente, et 2 mois de spécifique pour votre objectif de l'année. Donc je vous dis 1 mois, 2 mois, ça fait 3. Ça fait 3 mois pour préparer une course, que ça soit 10 km, un semi-marathon, mon marathon c'est encore autre chose. Bref, mais il faut au moins 3 mois pour préparer une course. Ça veut dire que si on prend 3 objectifs dans l'année, sachant que vous avez toujours, après chaque période de spécification, allez on va dire 2 semaines, 1 mois de repos, de récupération, de recharge mentale on va dire, et recharge physique, ça fait 3 x 3, ça fait 9, donc 3 x 4, ça fait 12, ça fait 1 an. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut 3 objectifs majeurs dans l'année. Attends, il y a quelqu'un qui veut parler. Hey coach, je comprends pas. Pourquoi on fait que 3 objectifs par an? C'est incompréhensible. Je pète la forme, j'ai envie de tout casser. Pourquoi on en fait 3? Pressé. Aïe aïe, oui, c'est normal, t'as envie de faire plus de courses, je comprends, t'es motivé, tu progresses, t'as envie d'aller dans le processus ou même te dépasser très rapidement, d'aller battre ton record personnel assez rapidement, je comprends. Mais dans ce cas-là, justement, t'as 3 objectifs à choisir dans l'année. Tu sais ce que tu veux, par exemple, tu veux faire ton PR sur 10 km, tu veux faire ton PR sur semi et tu veux faire un triathlon L, par exemple, on va dire. Tu peux choisir donc ton 10 km, ton semi et ton triathlon à différentes périodes de l'année pour éviter de tout condenser en même temps et pour pouvoir préparer spécifiquement justement ton année. Et aussi, t'es pas obligé de choisir d'avoir que 3 dossards dans l'année. Regarde, si tu regardes mon mur, j'ai pas que 3 dossards par année, hein. J'en ai au moins une dizaine. Et comment j'organise, comment j'oriente mes dossards justement? En fait, j'ai toujours, par rapport à un objectif majeur, par exemple l'année dernière, j'avais le marathon de Paris, c'était en avril. En février, pour garder de la motivation dans ma préparation, j'avais 2 dossards entraînement. Un dossard 5 km, donc là c'était plus pour kiffer, voilà, avec les copains. On avait la galette à la fin de la course, donc d'autant plus de kiffance on va dire. Et un semi-marathon 3 semaines avant l'échéance, donc oui, c'était pas un semi-marathon que j'ai fait à fond, que j'ai couru à fond, je l'ai fait en mode entraînement pour le marathon de Paris, mais ça laisse quand même des opportunités de dossard à prendre, des courses intermédiaires, des courses plaisir que tu peux toujours entreprendre avant un objectif. T'es pas obligé de faire un dossard, un objectif, un dossard, un objectif, un dossard, un objectif. Non, si tu fais ça, tu vas te cramer. Et clairement, si ça revient à chaque entraînement, se dépasser. C'est exactement la même chose. Non, là, c'est pas ça qu'on recherche. Nous, ce qu'on recherche, c'est être performant le jour de ton dossard, de ton objectif majeur. C'est pas être performant à l'entraînement. C'est pas être performant au dossard intermédiaire. Même si on y est, ça fait toujours plaisir. On va pas se mentir. Et justement,
le jour J, c'est censé être une course qui aboutit, d'où l'expression la cerise sur le gâteau. C'est la course objectif, c'est ta cerise qui vient se poser sur le gâteau de tes autres dossards qui font partie de tes courses intermédiaires et de tes courses plaisir. C'est pour ça, faut pas courir tous ces dossards à fond. Il y en a qui vont dire ah, je m'en fous, genre, rien à faire, dossard ou pas. Moi j'y vais, je bombarde. Faites ce que vous voulez. Mais le processus, c'est de monter progressivement les charges, de se respecter soi-même. À un moment donné, peut-être que sur 4, 5, 6 mois, ça marchera parce que vous êtes potentiellement, vous progressez rapidement dans le sens où vous débutez ou vous êtes dans une période où vous progressez relativement vite. Mais à un moment donné, votre corps, il va plus assimiler la charge que vous lui infligez. Et là, ça peut devenir compliqué. J'ai pas capté là. Moi, le but, c'est vraiment de faire PR à toutes mes séances. Je comprends pas ton truc là. Le but, c'est la compétition. C'est, vas-y, je veux me dépasser. J'ai envie d'aller plus vite que moi-même. À toutes les séances. T'as un fêlé, toi? Si tu veux te laisser un maximum de chances de performer justement le jour J à ton dossard, à ton objectif majeur. Ce serait dommage de gaspiller 2 mois, voire 3 mois par rapport à un dossard pour justement au final faire des courses toutes les semaines et gaspiller un peu, bâcler, on va dire, ton potentiel sur une distance. Parce que peut-être que oui, peut-être que pendant 3 semaines tu vas faire des 10 km, tu vas courir, je sais pas moi, ton 10 km en 40 minutes, la semaine d'après tu vas le courir en 39, la semaine d'après peut-être que tu vas le recourir mais en 38. Ok, tu gagnes des secondes, des minutes sur ta distance, mais peut-être que si tu avais fait des entraînements spécifiques à cette distance-là pendant 2 mois, en ayant des séances paliers, des séances intermédiaires qui viennent boucler des objectifs, qui viennent te faire passer des paliers, des étapes, montrant une certaine progression, peut-être que ton 10 km, à la fin des 2 mois, tu aurais pu le courir en 36 minutes. Donc entre courir un 10 km en 38 ou en 36 minutes, il y a quand même une grosse marge. Donc le plus intéressant quand même, c'est de passer plus de temps au processus pour être plus récompensé à la fin du 36 minutes. Après, je t'arrête tout de suite. C'est possible qu'à la fin de ces 2 mois, tu ne casses pas la barrière que tu as envie de casser. Par exemple, là on parlait de 36 minutes, ça se trouve tu feras que 37. C'est possible aussi. Mais tout ce que tu auras gagné sur ta préparation, ça te servira pour une préparation prochaine, que ça soit sur un semi-marathon, sur un nouveau 10 km, on sait pas. Ça dépend ce que toi tu veux faire. Sur un 10 km, sur un semi, ou même sur un marathon, ou même sur autre chose, par exemple du triathlon. Ça te servira. Donc dans tous les cas, il faut savoir optimiser son potentiel et savoir organiser ses séances et faire confiance surtout au processus. C'est hyper important. Tout ça pour dire que dans une année, tu n'es pas obligé d'avoir des dossards toutes les semaines. Tu peux très bien t'entraîner pendant plusieurs mois pour une échéance, sans forcément de dossard. Bien sûr qu'il y aurait peut-être un manque de motivation, mais tu sais pourquoi tu es en entraînement, tu sais pourquoi tu veux être performant et tu sais quel jour tu as envie d'être performant. Donc tu peux tout optimiser à partir de cela. Donc quand on veut planifier son année, on n'est pas obligé tout de suite de parler dossard. Tu peux très bien parler autre chose. Il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? Pas de dossard. Bah mec, je bosse comme moi alors. Je fais quoi de ma préparation? Les dossards, c'est les objectifs. Enfin, même plus qu'un objectif, c'est ce qui m'anime. C'est pour ça que je m'entraîne tous les jours en battre mes records, pour me dépasser. Pourquoi pas de dossard? Ça veut dire que tu ne dois pas prendre de dossard, qu'on soit bien d'accord. Ok, tu peux en prendre si tu en as envie. Par contre, si imaginons tu as 4 mois avant ton objectif, tu peux bosser autre chose. Notamment si on parle pas de dossard, tes qualités, toutes tes qualités qui sont possibles de travailler par rapport à tes intensités. Par exemple, si tu as un profil plus endurant, si tu sors d'une préparation plus typée endurance, on va prendre un cas concret, tu viens de faire un triathlon longue distance. Donc un triathlon L, c'est plus de l'endurance que de la vitesse. Je pense pas dire de bêtises. Donc, qu'est-ce que tu peux bosser après cette période-là? De la vitesse. Pourquoi? Pendant 3 à 4 mois, on va dire, tu as bossé que de l'endurance, que de l'endurance, que de l'endurance, que de l'endurance. Du coup, sur l'endurance, tu es au pic de ton évolution, de ton potentiel sur l'instant T. Pour pouvoir augmenter ce pic que tu as déjà atteint, il va falloir que tu joues sur d'autres facteurs, que tu appuies sur d'autres leviers pour évoluer sur ce pic. Et donc, jouer sur les curseurs, ici, pour jouer sur ce curseur-là, il va falloir que tu développes ta vitesse de course. Pourquoi? Parce que si tu développes ta vitesse de course, donc par exemple, quand on parle de vitesse de course, on parle souvent de VMA. Tu développes ta VMA, tu t'entraînes à courir vite, etc. pendant 2-3 mois. Allez, on va dire ça. Tu t'entraînes pendant 2-3 mois à courir plus vite. Naturellement et de façon logique, si tu cours plus vite sur courte distance, sur longue distance, ça sera plus facile derrière. Pourquoi? Parce que tu cours plus vite que l'année dernière sur les mêmes distances que tu courais. Par exemple, en 2025, tu fais un 5 km, tu le cours en 20 minutes. En 2026, tu le cours en 18 minutes. Tu es bien d'accord avec moi que tu cours plus vite. Donc, si tu cours plus vite ton 5 km, ton levier pour courir un 10 km, forcément, il va s'augmenter. Directement, ta vitesse, elle va s'augmenter aussi, etc., etc. Toutes tes courses, toutes tes allures, suivant les courses, suivant les distances, elles vont s'augmenter. Donc c'est pour ça, c'est important. Si tu sors d'une période endurance, bosse tes qualités de vitesse. Inversement,
Si tu ressors d'une période vitesse, ensuite tu bosses les séances plus typées endurance. Déjà ça, c'est un bon levier de progression. Ça va te permettre de bosser tes points faibles, qui sont la deuxième chose à pouvoir bosser quand tu n'as pas de dossard, c'est bosser tes points faibles en fonction de ton profil, encore une fois. Par exemple, si je prends mon cas, moi je sais que je suis plus endurant, forcément, moi ma vitesse de course, c'est ce que j'ai à développer pour mes points faibles. Si je bosse mes points faibles, forcément, je vais que progresser. Parce que c'est mon point faible. Donc du coup, mon levier de point faible, il va s'augmenter. Ce qui va faire que mon point fort, pareil, mon endurance, elle va aussi que progresser. C'est pour ça qu'il faut bosser ses points faibles. Désolé, je vulgarise beaucoup. Je ne veux pas rentrer dans les données scientifiques parce que de toute façon, j'en ai pas. Je suis pas scientifique, je suis pas coach certifié, je connais juste le terrain. Je sais ce qui fonctionne ou non par rapport à mes expériences, par rapport à mes programmations. Et ça, c'est indéniable. Travailler ses qualités contraires d'une période à une autre, ça peut que te faire progresser. Imaginons, tu sors d'une période, je sais pas moi, sur 10 km. Potentiellement, 10 km, ça reste de la vitesse. Même s'il y a beaucoup de seuils en préparation 10 km, ainsi que de l'allure 10 km, notamment, pour être spécifique, c'est quand même une allure où tu es censé courir assez rapidement, que tu vas pas pouvoir tenir pendant des milliers et des cents. Donc forcément, ton allure semi derrière, elle va progresser et elle va augmenter. C'est pourquoi il faut bosser de façon constante et de façon cohérente ses qualités. Tu vas pas bosser 5 km allure semi et après revenir sur 10 km pour bosser de l'allure marathon. Non, dans tes objectifs, il faut que tu sois cohérent. Par exemple, si je prends mon cas, on en reviendra après, 2026, je commence par du rapide, je fais que de la vitesse jusqu'à mai, et ensuite progressivement jusqu'à la fin d'année, je vais faire que du long. Comme ça, je progresse, et ensuite, quand je passerai sur mes séances plus endurance, sur mes allures plus endurance, je serai plus rapide par rapport à mes 4 mois de boulot sur de la vitesse de course, et forcément, mes séances endurance seront plus facile entre guillemets, enfin j'espère en tout cas, et j'espère que mes allures vont augmenter parce que j'aurai bossé ma vitesse de course. Donc si j'augmente mon levier de vitesse de course, forcément mon levier d'endurance il sera plus élevé aussi. Si t'as pas de dossard, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux tester des choses ou te faire kiffer, tout simplement. Tout à l'heure on parlait des courses intermédiaires, t'as des crosses l'hiver, t'as tout ce qui est course trail, par exemple de court ou longue distance. Enfin, t'as des défis sur 2 jours, sur un week-end. Par exemple, si on parle au triathlète, t'as des duathlons, t'as des swimruns. Donc duathlon, c'est course à pied, vélo, course à pied. Et swimrun, c'est un enchaînement entre natation et course à pied. Si par exemple, t'as envie de te préparer à une échéance triathlon, ça peut être hyper intéressant de bosser tes transitions, par exemple, sur duathlon, ou sur swimrun aussi. C'est intéressant aussi, dans le sens où t'as quand même l'enchaînement, même si c'est pas 2 disciplines qui se suivent, t'as quand même l'enchaînement qui se fait entre natation et course à pied. Donc c'est pas du tout, tu passes d'une position horizontale à une position verticale toutes les 5-10 minutes. Donc, sauf sur les swimruns assez longs. Bref. Donc, c'est quand même hyper intéressant. Et sans parler forcément de course à dossard, tu peux tout simplement tester des choses. C'est-à-dire nutrition, pour optimiser ta récupération, tu peux essayer de manger plus de légumes, augmenter ta charge de légumes et baisser ta charge glucidique, notamment donc tout ce qui est pâtes, riz, sucre lent, etc. Ou l'inversement, en fonction du moment de la prépa. Voilà. Manger plus de prot pour voir si ton corps arrive à ingérer tout ce que tu lui fais ingérer. Aussi, si on parle plus entraînement, pourquoi pas intégrer plus de renfort dans tes préparations, parce qu'on sait que le renfort, pour le coup, c'est prouvé scientifiquement. C'est un game changer, notamment solidifier le corps. Enfin, ça paraît bête, mais c'est clairement ça. C'est pour solidifier ton corps, tes articulations, pour aussi avoir plus de puissance ou de force dans tes mouvements, dans tes foulées, pour avoir plus de bénéfices à ta performance, peu importe la discipline. Bien sûr, ce renforcement-là, il peut s'intégrer de façon spécifique. Si tu me suis sur Instagram, je t'ai récemment partagé ma routine de renforcement course à pied en 15 minutes. Tu peux aussi intégrer des routines, par exemple de mobilité ou d'étirement. Ça, c'est à toi de tester. Si ça peut être bénéfique pour toi, tant mieux. Ça le sera pas pour tout le monde, encore une fois. Il y a des choses qui marchent pour certains et d'autres choses qui marchent pour d'autres. Mais inversement, ça se trouve, moi, mon pote, il va faire de la mobilité, je sais pas moi, de l'épaule. Bon, ça se trouve, ça va pas du tout fonctionner, je vais recevoir aucun bénéfice, aucun résultat, mais c'est pas grave, c'est propre à chacun, comme la course à pied, comme tout, comme les performances. Et il faut savoir aussi s'adapter à soi et pas aux autres. C'est bien de prendre des infos par rapport aux autres, mais c'est aussi important de s'identifier soi-même, d'apprendre de ses sensations, de construire des routines, de construire une forme physique par rapport à ses capacités, à ses qualités. Et voilà, tu seras d'autant plus fier de toi si tu as réussi à adapter tout ce qui est renfort, tout ce qui est entraînement pour toi, que par rapport à quelqu'un d'autre. Et il faut justement, encore une fois, en être fier. Pour la nutrition, donc on a parlé de tout ce qui est nutrition au quotidien, mais aussi la nutrition à l'effort. La nutrition à l'effort, c'est hyper important. Moi, par exemple, j'ai utilisé 3 marques récemment. J'ai MLS3, j'utilise beaucoup pour le coup. 6, donc Science in Sport.
yes, l'accent English, et Endurance. J'ai essayé ces 3 marques-là. Voilà, en soi, j'ai trouvé un compromis entre ces 3 marques-là, et il y en a une que j'utilise plus que les autres, qui est donc Ebenestri, notamment. Ça veut pas dire que je vais pas essayer d'autres marques de nutrition. Par exemple, j'ai essayé Myrtonic. Voilà, j'ai essayé ce flacon-là, ça me va, j'aime bien. Après, est-ce que je l'utiliserai au quotidien pour tous mes entraînements? Je ne sais pas, je pense pas. Mais au moins, j'ai essayé. J'ai essayé du gel Morten. Gel Morten, je sais que ça marche pas pour moi parce que j'aime pas. Déjà, le goût, il est dégueulasse. Enfin, moi, en tout cas, j'aime pas. Je sais que ça serait pas plaisir de manger ce gel ou de manger leur barre pendant un effort, déjà qui est pas forcément agréable. Des fois, ça peut ne pas être agréable, un effort. Bah, je vais pas me forcer à manger quelque chose que j'aime pas. Autant essayer plein de marques, plein de goûts différents. Et c'est là qu'on trouvera les choses nécessaires, les bons produits qui sont adaptés à toi. Voilà, ce qui est le plus important, c'est d'être adapté à soi et à ce qu'on aime, tout simplement. Ça, on appelle ça des stratégies d'entraînement. Stratégie d'entraînement, c'est quoi concrètement? Parce que ça veut tout et rien dire. C'est une ou des stratégies déjà, suivant tes objectifs de ton année. Suivant ces objectifs-là, tu vas choisir d'axer tes périodes d'entraînement propres à une qualité plus qu'à une autre. Inversement, si ton objectif il est tard dans l'année, avant cet objectif-là, tu peux en profiter pour bosser une qualité inférieure, une qualité que tu n'as pas l'habitude de bosser, donc on revient au point faible, plutôt que d'être spécifique directement. C'est clairement ça une stratégie d'entraînement. Ah, je crois qu'il y a un autre qui va intervenir. Les stratégies d'entraînement, c'est quoi ça? Parce que c'est moi, je vais que à fond sur mon entraîneur. Tout le temps, 400 watts, 400 watts, 400 watts, ça bombarde. Savoir comment axer mon entraînement par rapport à mes objectifs, que ça soit dossard ou pas de dossard, ça on l'a déjà dit. En fonction de tout ça, c'est savoir comment j'axe mes entraînements, quelle priorité je veux établir, sur quel domaine je veux progresser dans un premier temps. Et ça revient à la priorité en fait, ça revient à une certaine priorité. Qu'est-ce que je veux mettre en place là, tout de suite, maintenant? Quel chemin je vais prendre pour arriver à mon objectif majeur? Donc c'est tout un processus à suivre, il n'y a pas de secret, hein. C'est tout, que ce soit un 5, un 10, un semi, un marathon, un triathlon S, un M ou même un Ironman, il y a toujours un processus à suivre. Faut pas que tu mélanges toutes les distances à chaque fois à droite à gauche parce que là ça va être un vrai bourbier. Et là tu vas te perdre et tu vas peut-être progresser, je sais pas le contraire, mais tu ressentiras moins les bénéfices que si tu suivais concrètement la courbe des allures, que ça soit dans un sens ou dans l'autre. Ok, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Mais concrètement, comment ça se fonctionne? Donne-moi une prépa, montre-moi comment on fait. Parce que là, je vois la théorie, mais clairement, comment ça se met en place. C'est ça, nous, qu'on veut. Ça revient à une question qui est souvent posée. Imaginons, prépare un marathon en 5 mois. Ce qui peut se voir souvent pour quelqu'un qui débute, qui est amateur ou qui n'a jamais couru, ou en tout cas très peu, qui n'a pas d'expérience dans l'entraînement, on va dire. Souvent, dès les premiers entraînements, pof, ils vont faire de l'allure marathon parce qu'ils se disent, ok, dans 5 mois, j'ai mon marathon là. Puis l'allure, je l'ai en tête directement là. Pendant 5 mois, je vais faire que de l'allure marathon. Non! Tu fais pas que de l'allure marathon, justement. Et après, progressivement, tu vas aller chercher vers l'allure marathon. Mais au début, tu vas pas faire que de l'allure marathon. Tu vas courir vite, tu vas construire ton allure marathon et ensuite tu vas t'entraîner sur l'allure marathon. Mais il faut pas tout faire en même temps, faut pas tout faire tout de suite. Si tu cours ton allure marathon dès le premier mois de préparation alors que tu as 5 mois, 3 mois, à la fin des 5 mois, tu seras rincé, ton marathon tu y arriveras, tu seras cramé sur la ligne de départ et là tu seras déçu parce que tu feras pas la performance que tu auras voulu et ton potentiel il ne sera pas exploité de façon optimale et donc derrière tu ne réaliseras pas ton objectif. Alors que de base, tu as voulu faire les choses bien parce que tu as pris un objectif majeur qui est ton marathon, tu as pris 5 mois pour faire ton marathon, tu t'es dit ok je m'entraîne que marathon donc en soi c'est logique, ça peut paraître logique et cohérent. Mais non, tu peux pas faire que de l'allure marathon, pas que de l'allure marathon. Ouais, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne? Dis-moi. Moi, je comprends toujours pas. J'ai fait un exemple sur un profil qui préparait un semi-marathon en 2 heures. Par exemple, semi-marathon en 2 heures, tu sors d'une période de coupure. Profil en 2 heures, déjà, moi ce que je vous préconiserais, c'est 6 semaines, donc minimum de remise à niveau. Minimum, j'ai bien dit. Si au bout des 6 semaines, je sens qu'il est prêt à accumuler les séances, assumer derrière son objectif de 2 heures au semi-marathon, moi ce que je lui préconiserais, par exemple, c'est donc 6 semaines de remise à niveau avec une augmentation progressive de l'intensité. Quand je dis progressif, c'est vraiment hyper progressif sur 2 à 3 séances par semaine, d'accord, pas plus. Pour ce genre de profil, je te préconise 2 footings dans ta semaine avec un footing court, on va dire, et un footing long. Qu'est-ce qu'on appelle un footing court, un footing long? Un footing court, ça va être par exemple plus autour de 25-30 minutes, et pour un footing long, ça va être plus autour de 50 minutes, 1 heure. Là, voilà, vous avez la différence entre les deux. Et ensuite, la séance qui restera, ce sera plus une séance entre guillemets d'intensité, de qualité. Les séances de qualité sont des séances d'intensité, c'est le terme qu'on utilise. Elle va ressembler à par exemple à 15 minutes d'endurance fondamentale. Donc quand je dis EF, c'est endurance fondamentale. Ensuite, avec une séance d'intensité avec des intervalles de 30 à 45 secondes, voire 1 minute, pour augmenter encore une fois
progressivement la charge et l'intensité au fur et à mesure des semaines. Donc par exemple, une séance type, ça peut être un 5 fois 30 secondes, 45 secondes, 1 minute. Cette série-là, donc 5 fois, je fais 5 fois 30 secondes, 45 secondes, 1 minute sur ma séance. Une fois que j'ai fait ces 5 séries-là, je fais un cool-down, on appelle ça, donc une récupération en footing, en EF, toujours en endurance fondamentale, footing de 10 à 15 minutes. Donc ça, c'est une séance typique pour un profil qui préparerait un semi-marathon en 2 heures. Et là, sur ce que je vous ai dit, j'ai au moins 3-4 semaines de préparation parce que au final, je veux augmenter progressivement la charge et l'intensité. Donc si je veux augmenter progressivement la charge et l'intensité, 30 secondes, 45 secondes, 1 minute. Et là, après, je joue avec ces curseurs-là, avec ces 15 secondes, ces 1 minute, ces machins, avec le nombre de séries, avec le nombre de récupérations. Si je baisse la récupération, je vais diminuer peut-être le nombre de séries. Ou alors, en fonction de l'avancée dans votre préparation, peut-être que vous allez augmenter les séries et garder la même récupération. Ça dépend de chacun. Encore une fois, ça dépend de chaque athlète, de son envie, de ses priorités, de ses objectifs et de ce qu'il aime aussi, du plaisir, parce que ça doit être avant tout un plaisir d'entraînement. C'est important de se connaître. C'est pas en un claquement de doigts, c'est pas en 5 semaines qu'on sait s'entraîner. C'est sûr, il faut du temps. Il faut accepter de prendre ce temps-là, mais ça en vaut le coup. Ça en vaut la peine. Ça fait 4 ans que je suis dedans, 3 ans et demi, 3 ans et demi, 4 ans. Je prends mon pied de fou, j'adore. C'est dingue. C'est le monde de l'entraînement, c'est hyper intéressant, t'en apprends tous les jours, que ça soit toi, sur toi-même ou même sur les autres moi ça m'arrive de coacher à droite, à gauche des personnes, c'est dingue, c'est trop bien, t'apprends plein de choses, que ça soit sur les méthodes qui marchent sur toi, elles vont pas forcément marcher sur les autres, les entraînements que tu vas donner à un de tes athlètes, un de tes poulains, moi je les appelle mes poulains. Sur les poulains, c'est pas forcément des séances que moi je vais faire, ou alors je les teste avant pour certaines et après je les donne si je vois que c'est ok et que ça fonctionne. De mener tes poulains vers leur réussite, même si c'est eux et le mérite revient à eux parce que c'est eux qui font le taf et c'est eux qui vont courir, c'est eux qui font l'effort de sortir et de faire leur séance. Ça te fait kiffer de voir que quelqu'un réussit parce que voilà, il est assidu, peut-être que tu lui as donné envie aussi de s'y mettre, quoi, tout simplement. C'est trop kiffant. On se retrouve quasiment 2 semaines après le tournage de la vidéo. Pour ça, j'ai pas les mêmes vêtements, peut-être pas la même coupe non plus. On s'en fiche, c'est pas grave. Ouais, tu vois bien, la salle de sport elle est en train de switcher un petit peu. Il n'y a pas les dossards, ils sont pas bien loin, hein. Ils sont juste ici. Il n'y a plus qu'à tout transvase ici. J'ai changé un peu la dispo de la chambre, donc normal que ça change un petit peu au niveau de la caméra. Tu as toutes les cartes en main pour pouvoir savoir comment planifier tes périodes d'entraînement, ton année, des dossards, pas de dossards, bref, peu importe. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut kiffer ses préparations, prendre du plaisir au maximum, ne pas mettre trop de volume d'un coup, augmenter le volume de façon progressive, penser au PPG, aux périodes de bloc spécifiques, c'est-à-dire les 3 mois pour préparer une seule course, donc pas plus de 3 courses objectifs par année. Et ensuite, tout ira bien et je peux te dire que là, la progression, elle sera folle. Bref, je vous laisse là-dessus. J'espère que le visionnage, vous l'avez kiffé. J'espère que vous avez les bonnes bases maintenant pour pouvoir progresser, pour débuter votre année sportive. Pensez à bien planifier, c'est important, c'est comme ça que tu vas progresser à long terme. Je vous dis à plus, sportez-vous bien. Pour les derniers qui sont encore sur la vidéo, j'ai reçu des informations concernant les courses de fin d'année 2026. Ça promet du lourd, c'est tombé, les réponses sont tombées. Donc, si tu veux en savoir plus, reste bien à l'affût sur les réseaux. Ça va bientôt tomber, mon gars.